canicule et conséquences économiques. Tout est fléché aussi vers plus de difficultés économiques. Oui, même la canicule et les incendies. Derrière l'impression d'être dans un film catastrophe. Et les images sont terribles du combat face à ce monstre de feu. Je vous en prie, chers invités, entrez, sortez. Vraiment, c'est le moment pour vous. Je vous en prie, pendant que je suis en train de parler. Il y a une autre conséquence, donc. Et le saviez-vous, par exemple, des difficultés pour la production d'électricité parce qu'il y a la sécheresse et les fortes températures. On en parle avec nos invités qui se sont donc maintenant, je crois, installés. Je vérifie. Quasiment. Laure Lavalette, bonsoir. Vous êtes députée Rassemblement National du Var. Merci de nous avoir rejoints. Michel Ruimi, bonsoir, économiste et professeur à Sciences Po et à l'ESCP. Bonsoir, merci d'être là. Merci également Sarah Legrain d'être avec nous. Vous êtes députée NUP de Paris et Thomas Legrand est resté avec nous. Merci beaucoup Thomas. D'abord, donc les conséquences économiques de ce qui se passe en Gironde, mais pas seulement, parce que vous le savez maintenant, dans toute la France, avec ces chaleurs caniculaires, eh bien, tout peut s'embraser. Les conséquences économiques, on va les poser, les évaluer. Les indispensables, Baptiste Morin. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Baptiste, les images de ces dernières heures des incendies resteront, et en premier lieu, celles venant de Gironde. Oui, et peut-être avant tout, celle-ci, la dune du Pilat, avec un mur de flammes qui la surplombe. Les images sont prises depuis le bassin d'Arcachon, depuis des bateaux, mais aussi, vous voyez, par des vues aériennes. L'incendie dure depuis 8 jours et progresse vers la mer. Autre image impressionnante. Au cœur des incendies, là, ce sont nos collègues de TF1, Florian Litzler et Pauline Lormand, qui ont pu suivre une intervention des pompiers dans la nuit. C'était la nuit de dimanche à lundi, équipe d'une vingtaine de pompiers, parmi les plus de 2000 qui sont engagés sur le terrain. Ils n'hésitent pas, et c'est ce qui était très bien raconté dans ce reportage, à pénétrer au cœur du brasier. Au total, ce matin, les incendies en Gironde ont brûlé près de 20 000 hectares. 36 500 personnes ont été évacuées aujourd'hui. On reste encore sur les images et sur les faits. La canicule fait des ravages aussi ailleurs. Oui, logiquement, parce que toute la France est concernée par cette sécheresse. Même le Finistère, les monts d'Arrée, massifs montagneux de Bretagne, sont en proie aux flammes. Là, ce sont 200 pompiers qui sont mobilisés. Et pour l'heure, 1300 hectares ont brûlé. Et le feu n'est pas encore fixé. 300 personnes ont été évacuées. Incendie aussi au sud d'Avignon, dans les Bouches-du-Rhône. En 5 jours, 1500 hectares ont brûlé. 300 pompiers, 2 hélicoptères bombardiers d'eau et un Canadair sont déployés. Et puis, il y a évidemment les records de chaleur. Il y en aura encore aujourd'hui. Il y en a eu hier dans 64 communes au total. Quelques exemples, 39 degrés 3, ça c'était à Brest. Le record d'avant, c'était 2003 avec un peu plus de 35 degrés. 42 degrés à Nantes. Le record daté de 1949, autour de 40 degrés. Et puis Biscarrosse, tout près des incendies en Gironde, 42 degrés 6. Le record datait déjà de 2022 à 41,7 degrés. Les records, je vous le disais, pourraient être battus, évidemment, encore aujourd'hui. Et on en vient maintenant à cette question. Donc, quelles sont les conséquences économiques? Beaucoup disent qu'elles sont souvent sous-évaluées, sous-estimées. Les conséquences économiques d'une canicule comme celle-ci. Elles sont très concrètes. Par exemple, les 5 campings du Pilat sont brûlés à 90%. Et parmi eux, il y a un camping que l'on connaît grâce à la culture populaire, celui dans lequel a été tournée la trilogie de films des campings, c'était entre 2006 et 2016. Et plus largement, c'est tout le secteur touristique de cette région qui est touché. Les restaurants qui ont, pour certains, brûlé, d'autres sont désertés ou contraints même de fermer. Les hôtels qui voient maintenant des réservations pour le mois d'août être évidemment annulées parce que les gens ont peur et sont prudents et prennent leurs précautions. Il y a aussi des lieux touristiques qui ferment. Vous avez, par exemple, le zoo du bassin d'Arcachon qui a dû déplacer tous ses pensionnaires. Les zones industrielles aussi, évidemment, qui sont touchées dans les alentours. Conséquence sur notre production d'électricité. Ça, c'est un peu plus surprenant, mais on a appris que nos centrales nucléaires, comme elles ont besoin d'eau pour refroidir les réacteurs, l'eau qu'elles rejettent aujourd'hui est naturellement plus chaude. En période de canicule comme aujourd'hui, normalement, on leur demande d'arrêter de produire, ou en tout cas de produire moins. Or, là, une dérogation leur a été donnée pour continuer à produire. Ça concerne 4 centrales nucléaires en Gironde, dans le Tarn-et-Garonne, dans le Rhône et aussi dans l'Isère. Et plus largement, a-t-on une idée du coût d'une canicule ? Oui, quelques exemples. D'abord, selon l'Organisation internationale du travail, au-delà de 33 degrés, vous avez 50% de la productivité des salariés qui est menacée. Infrastructure ferroviaire aussi, au-delà de 35 degrés, il y a un risque de déformation des rails. Et puis on sait aussi que la canicule freine notre consommation. Évidemment, selon une étude américaine, 70% de l'économie est en fait météo-sensible. Le coût de la canicule de 2003 avait été estimé entre 2 et 4,5 milliards d'euros.
C'était jugé modeste parce que l'épisode n'avait duré que 2 semaines, sauf que cette estimation ne prenait pas en compte le bilan humain dramatique avec 15 000 décès. Alors l'année dernière, Santé publique France s'est penchée sur la question. Son étude a évalué le coût des canicules entre 2015 et 2020 en prenant en compte cette fois-ci la mortalité. 22 à 37 milliards d'euros, ce qui, ramené par habitant sur 5 ans, équivaut à 814 euros. Et Santé publique France le disait, en grande majorité, ce sont les décès qui ont un impact économique. Alors comment financer les canicules qui vont devenir régulières, on le sait. Eh bien peut-être en prenant exemple sur ce qui s'est passé dans les années 70. 1976, canicule, eh bien un impôt sécheresse avait été créé, majoration de 10% de l'impôt sur le revenu pour 2 millions de contribuables français. Mesure si impopulaire qu'elle avait entraîné la démission du Premier ministre de l'époque, un certain Jacques Chirac. Merci beaucoup Baptiste Morin pour les explications. Là, on va reparler de l'impôt sécheresse dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais qu'on reste un peu au carrefour de l'émotion, parce qu'elle est forte et qu'elle est là, et de l'économie. Ça donne à nouveau, donc on va les remettre, ces images par exemple du camping des Flots Bleus, mais c'est pour illustrer toutes ces activités qui ont été détruites, toutes ces personnes qui ont perdu leur travail, qui n'auront pas d'activité pour les semaines, les mois, voire les années à venir. Parce que c'est aussi ça qui est en train de se passer. Si certains s'interrogent encore sur le coût économique de ce genre de situation, c'est en train de s'écrire sous nos yeux? Oui, bien évidemment, mais quand vous parlez de coûts économiques, je pense que vous l'avez en tête, c'est des coûts humains au sens, mais ça bien sûr, très large. Et je crois que c'est ça qui nous saisit, c'est que, et pour nous à la France Insoumise, qui disons maintenant depuis des années que la planète brûle et que parfois c'est vu comme uniquement une métaphore, là on le voit au sens propre, on voit les conséquences d'un dérèglement climatique que je pense plus personne ne peut nier aujourd'hui, qui n'est pas quelque chose de lointain, quelque chose qui va toucher les autres. Les autres, c'est quelque chose qui nous touche sur notre sol et qui touche aussi les plus précaires. Alors là, il y a la question, il y a les feux, il y a comment ces gens, ces activités économiques vont pouvoir renaître. Et puis plus largement, ces feux, ils interviennent dans un moment de canicule, dans un moment de sécheresse. C'est à la fois d'une part les agriculteurs, mais c'est aussi la canicule, c'est les plus mal logés, c'est ceux qui ont déjà des conditions de travail les plus dures qui en font les frais. Donc c'est un coût humain immense et ça nous montre aussi à quel point nous sommes interdépendants avec notre écosystème et notre planète et que quand nous parlons d'une planète qui brûle, c'est les conditions de vie aussi. Sarah Legrain, pour tout vous dire, j'ai commencé cette émission en disant il y a le coût, il est d'abord humain, il est pour les pompiers, il est pour les gens, mais on a décidé de parler des conséquences économiques parce que ça parle en fait. Ça montre jusqu'où ça peut toucher. C'est-à-dire que c'est pas seulement effectivement la parcelle, c'est l'agriculteur derrière, c'est pas seulement la forêt, c'est le camping à côté. Et c'est de conséquences aussi donc effectivement très personnelles, économiques. C'est aussi une manière d'essayer de parler aux gens de ces choses-là. Bien sûr, mais il faut, quand on se demande ce qu'on va payer et ce qu'on paye, enfin, il y a aussi, quand on dit qu'est-ce qu'on paye, c'est qu'est-ce qu'on paye comme politique, qu'est-ce qu'on paye comme année, quelles sont les conséquences auxquelles nous faisons face aujourd'hui. On n'a pas un événement qui est un événement simplement hors du commun, tombé du ciel. Donc ce qu'on paye, c'est justement des économies mal faites, pendant des années sur des mesures qu'on pouvait prendre, des mesures de réduction de nos gaz à effet de serre, des mesures aussi de prévention face à ces incendies. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est quand on parle du budget 2022, quand la France Insoumise dit il faut agrandir les budgets de prévention sur les incendies, les budgets pour les pompiers, etc. Et qu'à ce moment-là, on fait ces économies-là, ensuite on le paye. Et c'est plus largement cette vision-là du monde qui, finalement, a permis à certains de s'enrichir en continuant à détruire la planète et qui a fait des économies que nous sommes tous en train de payer maintenant. On a le temps et c'est ça qui est bien ici, justement. Je vais rebondir sur ce que vous disiez. Est-ce que ce que l'on va payer est aussi en monnaie sonnante et trébuchante, c'est le fait, effectivement, de ne pas avoir été prêt? Parce que c'est toujours plus cher de réagir que d'anticiper. Il y a un article du Figaro qui commence comme ça aujourd'hui en disant canicule intense, pluie de dépenses. Effectivement, on l'a vu avec Baptiste, le rapport de Santé publique France, les canicules entre 2015 et 2020, 22 à 37 milliards d'euros pour cause de dépenses en frais médicaux, ralentissement de l'activité économique. Vous dites qu'on n'est pas prêt, mais alors moi je suis née en 1976, il y a eu une sécheresse et une canicule. J'ai une fille qui est née en 2003, vous le disiez tout à l'heure, il y a une sécheresse et une canicule, donc la planète brûle. C'est effectivement le grand truc des écolos et de la NUPES, mais c'est pas nouveau, les canicules. Notre pays a toujours fait face donc aussi vous à ces canicules. relativisez ce qui est en train de se passer ? Non, je relativise pas, je veux juste dire qu'il faut arrêter de faire culpabiliser les gens sur le climat et cette espèce de peur. Il y a qu'à voir les météos, quand vous prenez les cartes à l'heure actuelle, le rouge il est devenu complètement écarlate, alors qu'avec les mêmes températures
il y a 20 ans, c'était un peu différent. C'est la mode, là. Non, c'est pas la mode. Je pense qu'on est encore dans cette culture de peur. Bref. Il y a toujours eu le marron pour 40 degrés, simplement, on ne le voyait jamais. Oui, non, on n'a pas changé. Regardez, je vous assure qu'en 2003, à 3h du matin, il faisait encore 33 degrés à Toulon et c'était la canicule et je m'en souviens très bien. Simplement, je vais vous dire, je vous ai laissé parler. Je vais gérer la situation. Il y a eu un grand tunnel. Moi, ce que je veux dire, la parole juste après. C'est que je pense que effectivement, on est impréparé parce qu'on sait que cela peut arriver et on n'est pas très fort, mais on n'est pas très fort aussi parce que quand vous avez des écolos dingos qui l'année dernière se réjouissaient du fait de ne pas avoir fait l'entretien de ces forêts à la Teste, justement. Mais oui, non, mais évidemment, à la Teste, parce que vous comprenez, il fallait que la biodiversité, il fallait absolument protéger cette biodiversité. Moi, quand j'étais petite, j'étais à Arcachon, il y avait des énormes pare-feux, les pompiers pouvaient passer et il y avait une façon bien plus facile de pouvoir aller sauver ça. Non, c'est une vraie question parce que c'est quand même à cause de choix politiques. Mais pardonnez-moi, à force de choix politiques. Je peux vous répondre parce qu'entre écolo dingo, ce qui est terminé. On est sur de la confusion totale. En fait, en réalité, vous êtes en train d'accuser les écolos d'une histoire. Effectivement, il y a un endroit où les accès pour les pompiers n'ont pas été faits. Les pompiers demandaient en fait cet accès. Voilà, ce sont les personnes qui habitent là. Il y a eu les associations qui ont défendu ça. C'est absolument pas une revendication des écolos de ne pas faire d'accès pour les pompiers. En revanche, madame, pourquoi est-ce qu'on se retrouve... Et là, on va parler justement de l'évolution. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là avec des incendies qui sont plus fréquents, plus précoce. A priori, c'est un pyromane et quand même. Plus ravageur. Et pourquoi est-ce qu'on a une base de Canadair à Nîmes et qu'on pensait qu'à Nîmes c'était efficace et qu'on ne s'est pas dit tiens ça va être efficace au fur et à mesure dans les Landes. Pourquoi ? Parce que dans les Landes, vous avez des forêts qui ne sont plus des forêts, qui sont des champs d'arbres. Et nous, à la France Insoumise, nous nous sommes battus justement pour qu'on puisse garder, qu'on puisse conserver ce que c'est que ces forêts en France qui permettent justement de lutter contre la propagation. Et quand évidemment qu'on les entretienne. Et justement, madame, nous avons combattu par exemple la baisse de moyens terrible des offices nationaux des forêts qui dénoncent ça, qui disent en fait quand vous rasez des forêts pour faire ensuite des plantations d'arbres, des champs d'arbres simplement, quand les feux se propagent, ils se propagent beaucoup plus vite alors que l'écosystème d'une forêt. Et donc c'est simplement ça qui avait été défendu par les écologistes. Pas franchement sur la forêt de la Teste, et vous le savez, ça n'avait aucun espèce de rapport avec les Non, pardonnez-moi. Non, en fait, j'ai gardé le contrôle de la situation parce que ces messieurs n'ont pas parlé. Je voudrais aussi entendre. On est quatre. Thomas Legrand et Michel Rémy, je vous en prie. Non, mais le coût. Là, vous nous interrogez sur le coût. Ça va sur les conséquences économiques aussi. Sur les conséquences économiques, ça va coûter cher. Et maintenant, on sait très bien qu'il faut s'adapter. Il ne faut pas simplement lutter contre le réchauffement climatique. On en viendra tout à l'heure, parce que dans ma carte blanche, je vais en parler. Votre carte. Voilà, carte blanche, je vais en parler. Mais donc, je ne voudrais pas dire ce que je vais dire avant. Mais il faut s'adapter à ce réchauffement. C'est-à-dire qu'il faut tout préparer. Maintenant, il faut vivre différemment. Il faut accepter l'idée qu'on va vivre différemment. Pas simplement, et il le faut, et on a pris beaucoup de retard, lutter contre le réchauffement climatique et changer notre modèle économique. Alors, on nous dit, si vous changez votre modèle économique, nous, la France, c'est simplement 1% du PIB mondial, donc ça ne change rien. Ça l'est. Ah oui, ça l'est, mais sauf que la France, si vous qui êtes nationaliste, vous considérez que la France... Souverainiste, je préfère souverainiste, mais vous faites comme vous voulez. Souverainiste, vous considérez que la France doit abandonner son rôle d'inventeur de modèle de demain. C'est nous qui avons inventé la République, c'est nous qui avons inventé les droits de l'homme. On peut inventer le modèle, on est le pays idéal pour inventer le modèle écologique de demain. On est le pays avec la plus grande frontière maritime. Du coup, arrêtons les mauvaises importations, parce que vous savez très bien que les gaz à effet de serre, c'est plus de 50% d'importation. Arrêtons surtout, on y viendra, arrêtons surtout de nier et de dire qu'en 76, c'était pareil. Arrêtons surtout de dire qu'il ne faut pas culpabiliser. Privilégions les circuits courts, produisons local et arrêtons les importations, et vous allez voir que nos gaz à effet de serre vont vraiment diminuer. Si je ne donne pas la parole à Michel Rémy, il ne la prendra pas. Non, ce n'est pas qu'il va partir, c'est qu'il ne la prendra pas, parce qu'il est extrêmement poli, Michel Rémy. Mais est-ce que j'ai eu tort de dire en amorce qu'on sous-évalue totalement l'impact en plus économique? Si ça doit aider certains en gros à prendre conscience de ce qui est en train de se passer, si leur questionnement il est économique, on peut leur dire c'est grave aussi de ce côté-là. Oui, parce que pour évaluer le coût, il faut voir d'abord le temps. Il y a des coûts immédiats à court terme. Et puis après, on voit le coût à long terme. C'est-à-dire que, par exemple, je prends le camping des Flots Bleus. C'est une activité qui va disparaître pendant un certain nombre d'années. Et ça pose ce type de problème. Donc, il y a pour apprécier le coût,
il faut mettre dans une perspective temporelle et en même temps géographique. Ce qui nous touche, c'est pas uniquement la France, il y a aussi la Grande-Bretagne et il y a aussi l'Espagne. Et donc là, du coup, on peut se poser la question, je reprendrai un peu ce qu'a dit Thierry Legrand, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un problème beaucoup plus mondial. Et donc, ce n'est pas uniquement à la France de jouer ensemble, c'est d'essayer de trouver une solution globale. Bien sûr, la France doit participer à la mise en place d'une certaine politique écologique, mais je dirais qu'il convient également aussi que tous les pays se donnent, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les phénomènes... On peut l'inventer, nous. Pardon ? On peut l'inventer, on peut être le pays qui... Oui, non, je ne veux pas. Mais ce que je veux dire, on l'a fait dans le passé. Tout à fait, mais ce que je veux dire, c'est ça, la France. Ce que je veux dire, c'est que je considère que c'est un problème mondial, donc il conviendrait d'avoir une solution mondiale. On n'a jamais pu arriver à un seul pays là-dessus. Alors, bien sûr, et je souscris à l'idée que la France peut participer fondamentalement à ce mouvement. En un mot ? Je reviendrai simplement sur ce que disait ma collègue. Je pense que vous avez raison, notamment sur les Canadaires. Nicolas Maisonnier, qui est un de mes collègues qui était déjà élu pendant les 5 ans, là, au mois de mars, a interpellé Gérald Darmanin en disant que sur le département, enfin, sur la circonscription du Gard, sur lequel il est élu, il y a un vrai souci. Les pilotes n'étaient pas assez payés, les avions n'étaient pas en super forme. Et encore une fois, est-ce qu'on pourrait aussi réintégrer les 5000 pompiers qui ont été mis à pied complètement injustement parce que pas vaccinés? Ils seraient très utiles là pour lutter contre le feu, avec encore une fois une souveraineté aussi dans les Canadaires. Ça peut être certainement un autre sujet de débat, mais je voudrais qu'on reste encore une fois, si il y a une marche pour interpeller certaines personnes sur ce qui est en train de se passer, parler de la conséquence économique, pourquoi pas. Je vais prendre un autre angle. Ça a été un petit peu abordé par Baptiste Morin tout à l'heure. L'impact que ça a sur notre énergie. Il a raconté une histoire, il y en a une autre en ce moment qui se joue, qui a été racontée par Le Monde. C'est-à-dire que vous avez des centrales très importantes en France, dans les gorges du Verdon, dites-moi si je m'arrête, qui sont liées à un lac, à un grand lac. Et avec la sécheresse, ce lac, il est descendu. Et donc la production d'électricité de ces centrales électriques d'EDF, elles ne sont pas du tout au maximum. Loin de là, la tension sur l'eau se retrouve dans les chiffres nationaux de la fourniture d'électricité. Celle d'EDF a ainsi baissé de 33,4%. Est-ce que ça aussi, il faut le dire, si vous n'y croyez pas aux conséquences, regardez jusqu'où ça peut se nicher? Mais là encore, on paye une impréparation totale et une incapacité à planifier, y compris même par rapport à des voisins européens. Et franchement, c'est la honte pour la France quand on voit notre incapacité à tenir des trajectoires qui étaient déjà pas flamboyantes, mais des trajectoires de développement des énergies renouvelables. Et du coup, pour nous, il y a cet aspect terrible qu'on nous demande toujours de réagir, comme on l'a fait d'ailleurs pour le Covid, aux situations d'urgence en disant alors, c'est quoi là vos solutions? Il y a plus alors quoi, on coupe l'électricité? Alors que ça fait des années qu'on dit maintenant, il faut planifier un autre mix énergétique. Et on avait dit que les centrales nucléaires qui étaient tout d'un coup vendues comme des énergies d'avenir, alors vous avez déjà la moitié de nos centrales qui sont hors d'état de fonctionner, que ce soit par la canicule ou par autre chose, parce qu'on ne les a pas rénovées à temps. On a vendu ça 3 ans et demi. Ouais. On a été capable de planifier en France, on a planifié l'énergie nucléaire. Et ça a été un grand succès de la France, un grand succès économique, cette planification-là. Pourquoi on n'est pas capable maintenant de planifier la sortie des énergies carbonées et la sortie du nucléaire, dont on voit que là, avec le dérèglement climatique, il devient encore plus dangereux. Les éoliennes avec la canicule, par exemple, ça fonctionne pas bien. Cette décision. Si, le vent. Typiquement là, excusez-moi, mais un mètre de vent. Si on peut éviter de rentrer dans de croire que l'éolienne est l'alpha et l'oméga de l'énergie. Je suis ravie de vous l'entendre. Je suis ravie de vous l'entendre dire. Donc en fait, vous êtes simplement en train de vouloir masquer que vous défendez un nucléaire qui est en train de nous mettre en danger. Vous diabolisez et vous défendez l'éolien complètement. Et vous êtes là-dessus parfaitement raccord. Ça ne sert à rien, ça coûte cher, c'est anti-écolo. Avec le macronisme. Regardez la décision qui a été prise. On est face à une situation d'urgence. Les centrales nucléaires crachent une eau qui est trop chaude. Nos critères, c'était qu'au-delà d'un certain degré, la centrale devrait s'arrêter parce que l'eau était trop chaude. Qu'est-ce qu'on fait? On élève le critère. Et regardez ce qu'on est en train de faire. Ça joue sur la biodiversité. Ça joue sur la biodiversité. Bien sûr, des conséquences terribles derrière. Et des risques. Et des risques parce que ça veut dire que la centrale, elle n'est pas suffisamment refroidie. Et normalement, une centrale qui n'est pas refroidie, on l'arrête. Et pareil, regardez ce qu'on fait dans la loi dite pouvoir d'achat, qui est en fait une loi de blocage des salaires. C'est comme ça en fait que ça se passe. Dans cette loi, on est en train, tranquillement, de réouvrir des centrales à charbon, de faire péter toutes nos régulations et tous nos seuils sur le méthane, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des bombes écologiques qui vont créer les canicules du futur. On prend le temps encore une fois. Thomas Legrand, ce qui est intéressant dans cette canicule, c'est que ça met à bas tous ceux qui diabolisent les énergies renouvelables. Parce que, alors le solaire, bon, évidemment, le solaire devrait être le grand gagnant de tout ça. L'éolien n'a aucun problème avec le soleil. Le vent souffle toujours quand il y a du soleil. Typiquement, là, il y a très peu de vent.
C'est pour ça qu'on a dit ça. C'est un peu le problème d'ailleurs. C'est justement le problème, c'est qu'il y a beaucoup de vent. S'il n'y avait pas de vent, il n'y aurait pas de feu à ce niveau-là, il ne se propagerait pas autant. Donc il y a beaucoup de vent, l'éolien... Le jour où vous ferez avancer un TGV avec des éoliennes, ça sera merveilleux, mais ça n'existe pas. Moi je suis pas du tout contre le nucléaire, mais le nucléaire, on voit bien qu'avec le niveau d'eau qui baisse, le niveau d'eau qui se réchauffe, ça devient très compliqué. Si une année, on n'a pas eu de neige. Donc il faut arrêter finalement de diaboliser soit le nucléaire, soit l'éolien, il faut faire un vrai mix énergétique avec le énergétique, et il faut arrêter maintenant de freiner l'éolien. L'éolien, on est en retard sur toute l'Europe, on est en retard sur tous nos plans, on est en retard sur toutes nos trajectoires. Vous savez comment je fais moi pour redescendre de quelques degrés? Je me tourne vers Michel Rumi. D'accord, allez-y. Parce que tout de suite ça refroidit. La voix de l'économie ça calme en tout cas. Et de la Vous avez le rôle de climatiseur. J'ai d'autres qualités aussi. Non, mais Michel Rumi, donc du coup, autre impact économique majeur, celui de l'énergie. Enfin, franchement, s'il y a un sujet dont on parle tous les matins, c'est celui-là. En fait, on sous-estime, il n'y a pas que la guerre, la sécheresse aussi, on va la payer cash dans le portefeuille, l'énergie. Bien sûr, parce qu'on s'aperçoit là, par exemple, dans les Landes, on parle des incendies, ce qui est bien, mais en même temps, derrière, il y a du maïs, mais le maïs, c'est nécessaire pour l'alimentation des animaux, puis en même temps, c'est pour toute l'alimentation bio. Donc, on s'aperçoit que ça va encore détruire, donc ça va remonter le prix des produits alimentaires. Et donc, à terme, ça va contraindre, en fait, avec une offre qui va être diminuée et avec une forte demande. Donc, c'est pour ça que je parlais d'instants de court terme et de long terme. À court terme, bien sûr, il y a les effets visibles, mais à long terme, on va associer avec d'autres phénomènes d'inflation, on risque d'avoir des problèmes par ailleurs. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que là, on voit la France, mais les incendies touchent une grande partie de l'Europe. Et l'Europe peut être le phénomène, l'épicentre, en fait, du réchauffement. Je vais continuer d'avancer. Est-ce qu'il va falloir que certains Français payent plus via un impôt sécheresse? Là encore, on se rappelle ce qu'a dit Baptiste Morin dans ses Indispensables. Ça a existé en 1976. Je rappelle quand même, parce que c'est important de l'avoir en tête, la sécheresse de 1976, ça a coûté un demi-point de croissance à la France à l'époque, juste sur cette année de canicule, et donc a été instauré un impôt sécheresse. Il faudrait demander à certains Français de contribuer. En fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'effectivement, cette canicule arrive à un moment où les Français sont complètement exsangues. On sort de 5 ans d'Emmanuel Macron, pour lequel d'ailleurs vous avez voté et qui a été réélu grâce à vous, où un Français sur 4 ne mange pas à sa faim, où on a eu des étudiants qui étaient devant les banques alimentaires, où déjà les Français ont dû choisir entre se chauffer et se nourrir, acheter des vêtements à leurs enfants. Enfin, le contexte est quand même très très particulier. On sort de là aussi avec 600 milliards de dettes, et c'est pas que le quoi qu'il en coûte, ça n'est pas que la guerre en Ukraine et le Covid. Donc c'est très compliqué. L'impôt sécheresse, non, les Français sont exsangues, les Français ne peuvent plus payer. Et encore une fois, est-ce que vous allez faire une différenciation entre ceux qui peuvent un peu payer, ceux qui ne peuvent pas payer? Mais ça revient exactement à la proposition de Bruno Le Maire qui dit que si ça se trouve, nos factures d'électricité et de gaz seront en fonction de votre avis d'imposition. Est-ce que c'est la France dans laquelle vous voulez vivre? Est-ce que pour aller acheter votre baguette de pain, vous allez montrer votre avis d'imposition? Ça n'est évidemment pas possible. Je pose la question à Sarah, c'est la France dans laquelle vous voulez vivre, celle d'un impôt sécheresse? Non, ça suffit en fait de culpabiliser les individus. Et moi, ça m'a choqué. Vous les culpabilisez quand même sur le climat, mais pas là-dessus. Laure Lavallette, on va laisser Sarah Lerra s'exprimer. Allez-y. C'est la géométrie variable. Vraiment profondément choqué. Vous voyez, dans l'hémicycle aujourd'hui, on a posé des questions. Vous savez, c'est les questions au gouvernement, et on pose des questions à M. Darmanin, on pose des questions à l'ensemble des ministres pour dire, quels sont les moyens que vous déployez pour faire face à la question de la sécheresse? Nous avons alerté depuis très longtemps sur la question du cycle de l'eau et donc des dangers de sécheresse. Qu'est-ce que vous comptez faire sur les incendies? Et puis, déjà, on nous dit, vous créez des polémiques, bon. Et puis, on nous dit, mais alors les Français jettent leurs cigarettes, etc. Et on se dit, c'est pas possible. Là, les incendies qu'on a face à nous, tout le monde voit bien que c'est pas qu'une question d'une cigarette, d'un mégot mal éteint. Quelque part, je fais ce détour-là pour vous montrer que les impôts, dire tout le monde, on va lever un impôt sécheresse, ça veut dire qu'on va faire payer à tous les conséquences de l'enrichissement et des modes de production de consommation insupportables et insoutenables pour la planète de quelques-uns. Et pendant ce temps-là, qui a fait des bénéfices absolument records les 2 dernières années? Alors l'impôt sécheresse. Total qui, lui, n'est pas taxé. C'est pour ça qu'on vous dit... Par volonté d'aller au bout du truc, parce que comme je parle moi-même de l'impôt sécheresse 1976, c'était basé sur une majoration de l'impôt sur le revenu pour plus de 2 millions de Français. C'était pas pour tous. D'accord, mais alors, quel est le critère? Moi, je suis en train de vous dire que là, aujourd'hui,
le lien qui est fait entre le réchauffement climatique et des multinationales, que ce soit les multinationales du pétrole, que ce soit des modes de production agricole, des modes de consommation, des modes de transport également. Tout cela a des conséquences énormes sur le dérèglement climatique. Ce n'est pas l'attitude de l'un ou l'autre qui fait le changement, ce n'est pas l'individu qui est responsable de ça. Et quand, par contre, celles qui font d'immenses bénéfices en détruisant notre planète ne sont jamais taxées, voire sont exonérées d'impôts. Et c'est pour ça que nous nous battons actuellement dans l'hémicycle sur l'histoire du pouvoir d'achat. Et que vous n'avez, au contraire, vous ne pouvez jamais taxer les gros. Vous ne vous battez pas, vous essayez de bloquer les institutions, ça n'a rien à voir. Vous cachez les gros derrière les petits. Alors vous mettez les petits, vous dites on ne va pas taxer les petits, on n'a jamais proposé on a une seule boussole, c'est l'intérêt des Français. Et vous protégez derrière. Total, vous n'avez aucune intention qu'on taxe Total, vous n'avez aucune intention qu'on taxe tous les évadés fiscaux, les profiteurs de bien crise. sûr, on vous savez quoi, c'est là, ils auraient un bel impôt sécheresse à nous verser. C'est le moment de mettre Michel Roumy. C'est l'instant Michel Roumy. Donc, l'impôt sécheresse, un économiste comme vous dirait, effectivement, ça peut être la bonne idée. C'est pas forcément la bonne idée. La question qui, moi, me gêne, c'est que c'est un phénomène mondial et on fait un impôt national. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau économique, on risque de perturber pas mal, on va dire, la compétitivité au sens large de la France. On est arrivé, grosso modo, l'OCDE a trouvé une taxe pour les films numériques. OK. Pardon ? 15%. 15%, oui. Bon, il y a des difficultés à mettre en œuvre. Je considérerais qu'à la limite, oui, qu'on puisse mettre à la limite un impôt international de ce genre ensemble. Et non pas spécifiquement à la France, parce que les autres pays ne le feront pas, alors que nous pourrons avoir des conséquences extérieures. Ce sera la dernière intervention sur le sujet, donc choisissez bien. Alors, ma question, c'est est-ce que c'est techniquement possible, juridiquement possible, par exemple, de mettre une taxe sur les super profits de Total ou de grands transporteurs? Et la réponse, d'abord, sa réponse, ça va être bref. Dans d'autres pays. Oui, mais c'est particulier. Qu'est-ce qu'un super profit? Ça pose ce type de problème. Bien sûr, on peut faire des contributions. Après, ça revient. Après, la question qui se pose, bien sûr, on pourrait, et je dis ça nécessite de lancer une réflexion pour qu'il y ait une harmonisation. Parce que si on taxe, admettons, Total, j'ai pas de plus qu'une autre firme multinationale, il y a quand même une notion au niveau de compétitivité française. Donc, bien sûr, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à une définition plus ou moins homogène pour qu'on puisse taxer tout le monde. On doit avancer. C'est toujours un grain de main pour moi de faire ça, mais on doit avancer. Entendre, il faut une robe forte. C'est pour vous, Thomas Legrand, votre carte blanche, parce qu'on est bien, c'est la formation des députés au climat aux abonnés absents. Oui, il y a les membres du GIEC, certains membres du GIEC, des 4 chapitres du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupement international des scientifiques qui recouvre toutes sortes de scientifiques liés au climat et qui ont décidé, pour les Français en tout cas, ceux qui sont français, de proposer aux parlementaires. Ils ont aussi décidé de faire ça pour les journalistes et pour des rédactions. Il y a beaucoup de rédactions qui s'y sont pliées et qui ont été. C'est très intéressant. Moi, je l'ai fait. Ça dure 3 quarts d'heure. De faire une sorte de formation pour bien comprendre tous les enjeux et tous les mécanismes du réchauffement climatique. On en parle beaucoup, on le commande beaucoup, et finalement, techniquement, on le connaît pas très bien. Et eux nous proposent de façon assez vulgarisante de nous former, ceux qui sont un peu les relais d'opinion. Et ils ont proposé aux parlementaires qui viennent d'être élus de faire une petite session. Ils se sont installés en face de l'Assemblée et ils les invitent. Et il y a une sorte de... C'est comme un jeu, et c'est très instructif. C'est pas du tout idéologique, c'est très pragmatique. Et voilà. Alors, il se trouve qu'il y a 154 députés qui ont dit qu'ils étaient d'accord pour faire cette formation sur 577. Alors, ils n'ont pas encore tous eu le temps. Peut-être qu'ils n'ont pas tous eu la formation. Mais il se trouve qu'il y a un seul... Pardon, Laure Lavalette dit c'était où? J'ai même pas vu. Vous n'avez pas vu. Bon, parce que votre groupe ne vous l'a pas transmis. En tout cas, il y a 70 députés de la NUP qui y ont été. Il y a 80 députés de LREM, on ne s'appelle plus comme ça, enfin des macronistes qui y ont été. Il y a un LR et un RN. Il y en a un qui a dit non, je veux rien avoir avec ça, c'est n'importe quoi, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Voilà. Bon, je crois qu'on a l'info. Laure Lavalette n'y était pas. Moi, j'ai pas vu de petite pour vous avoir entendu dire des choses tout à l'heure, je pense que ça serait très intéressant. Est-ce que c'est est-ce que vous pouvez me dire que vous allez dire
Oui, tiens, je vais aller voir. Mais écoutez, allez voir, bien. c'est avec plaisir. Et c'est très curieuse. intéressant. Et ça sera sûrement l'occasion de demander comment est-ce qu'on recycle les pales des éoliennes, qu'est-ce qu'on fait voilà. du béton Et qui est à vous l'intérieur, aurez des qu'est-ce qu'on fait de la réponses. biodiversité qui est ils complètement auront des tuée, réponses. et qu'est-ce qu'on fait de nos paysages de Si notre on France est qui est réinvités défiguré. ensemble, Donc oui, l'année j'irai prochaine. avec plaisir. ben, Et justement, allez-y. je les challengerai sur les éoliennes. Stop, Sarah Legrain. Pas mal de réponses. Sur les éoliennes. Moi, Ouais, je sur les le ai- retraitement je les des ai pales. Je les ai Comment est-ce qu'on rencontrés retraite devant les la pales, Valette. tiens? Je les ai- Qu'est-ce qu'on fait du béton qui est en dessous? Précisément, justement, allez les voir. Vous Bah, verrez il le y a nombre pas de de réponses. réponse. Bon, Vous savez écoutez, bien. c'est le Sur moment. le retrait. Je vais demander à Michel Rumi d'intervenir. Avec si vous on est obligé continuez. de là de les enterrer. Oui, mais c'est l'heure de votre passer, carte donc, blanche. Il faut vraiment qu'on avance je parce que passe à ma sinon vous carte n'aurez pas blanche, le bon. temps. Euh, Vous nous parlez des pompiers Ouais. qui luttent en ce moment et dont Ouais. vous nous dites qu'ils ne sont pas assez bien payés. Oui, et puis de toute façon, pas assez entendus. Voilà. En 2019, Xavier Bois, qui est à la tête de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels, disait « Notre service public de secours est en danger. On est malade d'un manque d'effectifs, d'un manque de moyens. On note un désengagement de l'État. » Et puis, vous avez eu, là, en mars, le dépôt d'une grève, d'un préavis de grève inédit. Vous avez 88 pilotes de Canadair qui se sont mis en grève. En fait, à l'unanimité, ils ont voté la grève pour une grève début juillet en alertant sur les conditions, en alertant notamment sur le fait qu'ils n'avaient plus que 12 avions en état de marche, qu'il leur fallait 16 avions bombardiers d'eau en plus, alertant qu'ils n'étaient que 16 commandants de bord disponibles sur Canadair alors qu'il devait être 22 pour pouvoir assurer des tours et donc en permanence pouvoir faire face aux risques de feu. Et puis, par ailleurs, ils sont 65% de leur salaire sont payés en prime de vol. Et tout ça, pour moi, est très symbolique. Vous voyez, je pense qu'on est dans un moment où tout le monde a envie, ces pompiers, de les féliciter, de les remercier, peut-être de les applaudir comme on a applaudi nos soignants. Eh bien, ils sont un symptôme. Et ces deux qu'on dépend là. Et ils sont saccagés comme l'ensemble des services publics qui sont les biens communs des Français, et notamment les biens communs des Français qui ont le moins et qui ont le moins le moyen de se protéger contre les conséquences du dérèglement climatique. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne les écoute pas alors qu'ils sont experts en la matière et qu'ils savent les dangers. On ne les paye pas, on ne les considère pas. Et même, on s'assure que l'essentiel de leur salaire soit des primes. Et là, ça fait le lien vers le débat passionnant que nous avons eu dans l'hémicycle hier et que nous continuerons à avoir entre un gouvernement qui passe une réforme, qui est une réforme de blocage des salaires et de primes pour éviter d'augmenter les salaires et de considérer les gens pour leur utilité, pour leur travail, pour la valeur de leur travail. Donc voilà, ça c'est le symptôme de notre société. C'est absolument tout ce que nous voulons changer avec la France Insoumise et la NUPES. Mais peut-être sur ce point, un point d'accord. Mais ma chère collègue, évidemment, je vous l'ai dit, Nicolas Maisonnet a posé une question écrite, a interpellé Gérald Darmanin justement sur ces 88. Alors, question sur ces orale, c'était la nôtre pour le coup, mais bon, c'est en pas mars, peu importe, voilà. madame, vous ne Mais, m'écoutez pas quand je parlais. Nicolas Maisonnet, qui était déjà élu, en mars, a interpellé Gérald Darmanin sur ces 88 pilotes. Mais donc, évidemment. vous êtes d'accord, juste Mais tout simplement. Vous savez, on n'est absolument pas dogmatique. Ben Quand non, un parce que, amendement par contre, est dans vous le avez bon un problème sens, avec les salaires. Quand un Vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'augmenter les salaires, et ça, c'est quand même un vrai sujet. Si vous me donnez je pense qu'il faut le dire aux un Français. tout petit moment, je vais vous dire, réponse. effectivement, on a deux philosophies qui sont très différentes et je vous rejoins. La philosophie de la prime et la philosophie du chèque ne nous convient pas. Il n'empêche que les Français sont exempts et que vous nous avons dit d'augmenter vous les salaires bloquez les institutions, madame, alors que nous allons rendre du pouvoir d'achat aux Français parce que nous avons dit que Je peux revenir aux pompiers. Pardon, je reviens à des questions simples. Est-ce que oui ou non, vous seriez pour une hausse des salaires des pompiers ? on est évidemment pour une meilleure considération et une hausse. Évidemment, une hausse des salaires. Mais vous savez que nous, on voudrait même que dans les entreprises. Vous ne votez aucun amendement pour hausser les salaires. Pourquoi est-ce vous n'en déposez même pas? Vous n'en déposez même pas. Non, j'ai été mise, elle me pose une question et je suis obligée de répondre. Mais rapidement.